Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Édition spéciale de Allô la Martingale. C'est la première, tout simplement parce qu'on a une semaine complètement folle sur les marchés. Donald Trump qui nous dit lundi, je ne bouge pas la date de mise en place des droits de douane. Et puis finalement, il annonce hier soir, je précise qu'on enregistre ce matin ce podcast, on est le jeudi 10 avril. Donc hier soir, il dit moratoire de 90 jours, pause de 90 jours sur les droits de douane. Mais reste une taxe de 125% euh, pour les produits qui viennent de la Chine. Dans les secondes qui suivent, hier soir, réaction spectaculaire des marchés, plus 10% en moyenne sur les trois indices américains. Wall Street qui enregistre, tenez-vous bien, sa troisième plus forte hausse de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Le CAC 40, évidemment, lui qui explose ce matin, l'or et les cryptos qui repartent. Et puis le plus fou, c'est que quelques heures avant, hier matin, Donald Trump, je le rappelle, président des États-Unis, dit sur son réseau Truth, "This is a great time to buy." C'est le bon moment pour acheter. Donc, il donne clairement un conseil à l'investissement. Et puis, juste derrière, il fait ce moratoire qui fait complètement exploser les marchés. Alors, les questions qu'on va se poser ce matin, est-ce que Donald Trump a un plan rodé ou est-ce qu'il est en improvisation totale? Est-ce qu'il manipule les marchés ou est-ce qu'il les subit? Et puis surtout, vous, que faire de votre argent si vous êtes déjà investi sur les marchés, si vous voulez y aller? Comment faire dans ce contexte? Eh bien, pour vous répondre ce matin, j'ai convoqué un des meilleurs experts des marchés financiers pour vous répondre. Il traite des ordres dans le monde entier. Il parle à tous les plus grands brokers du monde qui parlent même aux plus grands clients du monde. Il est au cœur du réacteur, au cœur des marchés, en négociant des ordres d'une société de gestion qui pèse, tenez-vous bien, qui gère 30 milliards d'euros d'actifs. David Kruk est avec nous. Salut David. Alors c'est Kruk, parce que Crook, ça peut vouloir dire escroc, donc je préfère que tu dises Kruk. Bon, si eh c'est ben possible. non, je sais que tu n'es pas un escroc, donc je retire tout de suite. David Kruk. Parfait, Kruk, là, c'est parfait. parfait. David Kruk, bonjour David. Bonjour Je suis Amaury, ravi d'être avec toi je et suis tu es ravi d'être donc là. responsable du trading desk chez la financière de l'échiquier. Absolument. Bon David, on a beaucoup de choses à voir là ce matin, mais là, voilà, on va commencer quand même par ce qui s'est passé hier soir. J'ai fait un résumé très bref de ce qui s'est passé cette semaine. Je rappelle qu'on est le jeudi 10 avril. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Pourquoi Donald Trump d'un coup a dit allez, ça y est, moratoire de 90 jours, j'essaie de calmer tout le monde? Est-ce qu'il l'avait prévu? Est-ce que c'est un coup de flip quand il a vu la tête des marchés? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? On a 3-4 heures devant nous ou pas pour parler de tout ça? On va essayer de faire bref. Restez avec nous, on va essayer de faire bref, mais c'est vrai que c'est passionnant, il y a beaucoup de choses à dire. Écoute, tout le monde aimerait être dans la tête de Donald Trump, mais personne ne peut l'être, et bon, peut-être qu'il faudrait mieux pas l'être d'ailleurs. Mais enfin bon, ce qui est intéressant, c'est de dire que Trump, il a une volonté, c'est de faire baisser le dollar, c'est de faire baisser les taux d'intérêt, et à la fin, c'est de faire baisser les impôts des Américains, surtout ceux qui ont voté pour lui, donc une partie un peu qui a moins d'argent que les autres en tout cas. Et ce qui s'est passé hier, c'était très très intéressant, c'est que les taux d'intérêt se sont mis à remonter très fort. On regarde beaucoup le 10 ans américain et on est passé de 4% à 4,50. Donc on a spiké, on est remonté très fort. Et Alors peut-être, je rappelle très brièvement ce ouais, qu'est le 10 ans américain, c'est le taux d'emprunt, le taux d'emprunt que va payer l'État américain pour pouvoir emprunter de l'argent et donc s'endetter sur 10 ans. Et ce que tu nous dis, c'est qu'on était quoi, à 4,5 à peu près non, on est monté à 4,5. On était à 4,10 et on est passé à 4,20 et on a spiké, on est remonté à 4,50. On a touché 4,50 pour redescendre un peu à 4,35. Mais ça pose un vrai problème à Donald Trump. Pourquoi? En fait, si tu veux, on était assez étonné de voir la baisse des marchés equity, des marchés actions, sans réaction vraiment de Donald Trump, qui s'en est pas inquiété plus que mesure. Mais finalement, sur l'obligataire, on sent qu'il a une vraie sensibilité sur le marché obligataire. Il veut pas voir les taux remonter. Alors pourquoi les taux ont remonté? C'est parce qu'il y a une rumeur un peu folle qui a couru dans les marchés. Les plus gros créditeurs, ceux qui détenteurs, plus que créditeurs, détenteurs de la dette américaine, donc du 10 ans américain que tu viens d'expliquer brillamment, c'est surtout les investisseurs japonais et les investisseurs chinois. Et tu as vu ces derniers temps qu'il y avait une vraie bagarre entre les Américains et les Chinois. C'est complètement fou. C'est Effectivement, il a annoncé 104% de droits de douane sur la Chine et on est, à 125, l'instant où on ouais. se parle, on est à 125. 125. Donc, les Chinois ont une arme, c'est d'arrêter de prêter aux Américains. Tu vois. Donc, si les Chinois arrêtent de prêter aux Américains, c'est-à-dire que lors de toutes les adjudications du Trésor américain
sur les différentes maturités, 3, 5, 10 et 30 ans, à ce moment-là, les taux d'intérêt risquent de monter, puisque tu auras moins d'acheteurs sur la dette. Du coup, les taux d'intérêt, pour arriver à trouver des acheteurs, tu es obligé de donner plus de rendement. Si tu donnes plus de rendement, bah, évidemment, les taux montent. Ça a été très complexe, parce que on a eu une adjudication donc, en début de semaine qui s'est plutôt mal passée, où cette rumeur était de dire que les clients chinois n'achetaient plus la dette, les institutionnels chinois n'achetaient plus la dette américaine, et du coup, les taux sont mis à monter. Et là, pour Trump, c'est un problème. Parce que des taux plus importants, ça veut dire que les sociétés américaines qui ont des bilans un peu faibles, qui sont très endettées, risquent de devoir s'endetter à des taux encore plus forts, et de peut-être arriver à des faillites quelque part. Et puis bien sûr, pour les Américains, c'est aussi d'emprunter où le consommateur va emprunter à des prix plus élevés. Pour bien comprendre, il y a deux choses. Il y a à la fois les marchés financiers, enfin quand je dis les marchés financiers, c'est très global, mais je veux dire le prix des actions des entreprises qui sont cotées, et à la fois toute cette histoire obligataire, c'est-à-dire de dette, C'est à la ça. fois de dette des États, à combien vont emprunter les États-Unis, et à la fois à combien vont emprunter aussi la dette privée, à combien vont emprunter les entreprises. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au début, Donald Trump, il y a quelques jours, disait non, non, mais moi, Wall Street, je m'en fous. Je C'est ne ça. regarde pas les marchés. Donc, les prix des actions, bon, certainement qu'il regarde, mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Je ne regarde pas. Mais par contre, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, lui, ce qu'il a fait flancher, potentiellement, ce serait le prix du 10 ans américain qui ne lui plaisait pas, parce que là, finalement, en petite précision, le 10 ans américain, ce taux-là, il sert de référence pour les entreprises, pour le financement des entreprises et des prêts hypothécaires, donc aussi pour les ménages américains qui, eux, pour rappel, hein, c'est pas comme en France, quand ils font un prêt immobilier, par exemple, le taux n'est pas fixe. Donc, le 10 ans américain est une variable très importante. Donc là, tu es en train de nous dire, c'est pas les grands patrons finalement qui l'auraient fait flancher, c'est plus la peur de se faire rattraper par son propre électorat qui disent, non mais attends, Donald, on a voté pour toi, puis là finalement, on va emprunter plus cher et risque de récession avec les entreprises qui, elles, risquent d'emprunter plus cher aussi. C'est ça qui l'a peut-être fait flancher. Alors, il y a le marché obligataire dont on vient de parler, et il y a le marché du crédit. C'est encore deux choses, mais qui sont connectées les uns aux autres. Alors, n'hésite pas à nous faire un Donc, le petit... marché obligataire, c'est ce dont on vient de parler, c'est tous les emprunts d'État américains de référence souverain, ce qu'on appelle. Et le marché du crédit, dont on parle dans les entreprises notamment. Donc là, c'est les dettes des entreprises. Donc c'est différent, mais c'est connecté. Parce que, comme tu l'as dit, le taux de 10 ans est un taux de référence. Donc la crainte, effectivement, c'est que les sociétés qui empruntent ou qui rempruntent ou qui se refinancent plus cher. C'est un mur de dette. Et ça, c'est compliqué. Plus les taux sont élevés, plus tu fragilises, si tu veux, toutes tes entreprises. Alors évidemment, on ne parle pas des grandes entreprises, D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont cash positives, comme surtout la tech américaine. Et eux, au contraire, plus les taux montent, plus ils gagnent de l'argent. Apple, je ne sais pas combien ils ont. Microsoft, je crois, à 100 milliards de trésorerie. Je peux peut-être dire une bêtise, mais c'est pas grave. Mais bon, évidemment, si les taux montent, eux, au contraire, ils récupèrent plus d'argent. Mais on parle des entreprises qui sont dans la difficulté et qui ont besoin de se refinancer en permanence. Et évidemment, plus tu te refinances cher, plus ça devient complexe pour toi. Donc, Trump, il a cette volonté, c'est de faire baisser le dollar, faire baisser les taux courts, mais ça dépendra de la Fed, faire baisser en tout cas, oui, et faire baisser les taux longs. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais en tout cas, les adjudications sont clés parce que les prix que les investisseurs sont prêts à payer, c'est le prix Et exact. alors, Je c'est te vois intéressant. sourire. Mais non, mais je souris parce que hier soir, il y avait une adjudication de 30 milliards de dollars à échéance 10 ans de l'État américain. C'est-à-dire, l'État américain, hier soir, je parle sous ton contrôle, David, a emprunté 30 milliards d'euros, comme par hasard hier soir, au moment où ça pouvait être plutôt opportun pour... Bon, ça, c'est pour... classique, hein, des adjudications, on en a toujours. Mais en l'occurrence, Oui, c'est mais plus. ce timing. Ouais. Mais bon, il y en a eu hier, il y en a eu avant-hier, il y a demain, des adjudications à tous les jours. Mais en l'occurrence, celle d'hier s'est bien passée. Donc, voilà, ça a été, en fait, c'est là où il a changé. Pour rentrer dans le vif du sujet, pour pas qu'on perde trop de temps là-dessus, c'est là où ça a changé. C'est que on dit qu'il y a un put Trump, c'est-à-dire un moment où il va réagir et aider les marchés à remonter. Mais en fait, c'est surtout le marché obligataire. Le marché action, il a eu beau baisser de 15 à 20%. Finalement, Trump a rien fait pour soutenir les equity, pour soutenir le marché equity. Par contre, on voit que dès que le marché obligataire a baissé, à ce moment-là, il a senti nécessaire d'enlever ses droits de douane, de rester évidemment concentré uniquement sur son seul adversaire réel qui est la Chine. On le sait bien, les autres pays, les 75 autres pays sur lesquels
il avait des tarifs supplémentaires. Il faut rappeler aux auditeurs que les 10% restent, hein, les 10% qui est le tarif généralisé est toujours en vigueur. Donc là, à l'instant, on se parle, la situation, c'est que pause de 90 jours sur les droits de douane, Correct. 10% Pour tout le monde. pour tout le monde, Ça reste. voilà. Sauf la Chine, plus Sauf la Chine. 125%. Exactement. C'est exactement ça. Et justement, là, ce qui se passe, c'est que, déjà pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, David, alors on n'est pas dans la tête de Donald Trump, évidemment, mais est-ce qu'on peut dire que c'est l'obligataire qui a fait flancher Donald Trump hier? En tout cas, qu'il l'a fait changer, oui, c'est sûr. Mais qu'il a fait changer d'avis, certainement, il a dû avoir un certain nombre d'experts autour de lui qui lui ont dit des taux qui remontent. Hier, j'étais sur le plateau de BFM, il y avait un pari qui était où on pouvait remonter à 5%. Effectivement, ça peut casser totalement la machine. Le refinancement, c'est clé, c'est clé. C'est vraiment la clé, les rouages. Parce que ce qu'on n'a pas signalé, c'est que ça peut mettre le système bancaire aussi dans une difficulté, tu vois. Donc, il faut absolument que tous les rouages marchent, que la finance continue de financer, justement, là, si les taux remontent trop, évidemment, c'est un problème. Bon, moratoire de 90 jours qui a fait réexploser les marchés, etc. Je l'ai dit en introduction. Mais bon, ce n'est qu'un moratoire de 90 jours, c'est qu'une pause de 90 Exactement. jours. Qu'est-ce qui se passe, David? Là, tout le monde est content à court terme, mais bon, on repousse juste le problème. On repousse le problème et d'ailleurs on le voit parce que finalement le 10 ans américain rebaisse pas tant que ça. On est revenu vers la zone des 4,27, 4,28. Alors on pourrait aussi parler des anticipations d'inflation également qui jouent sur le 10 ans. Mais on voit que l'or a progressé hier, un petit peu encore. Donc normalement l'or aurait dû décroître. On aurait dû avoir des taux qui rebaissent beaucoup. On aurait dû avoir une volatilité qui rebaisse. Alors elle a beaucoup rebaissé, hein. On est passé à 35 autour, mais elle aurait pu rebaisser encore plus. Alors oui, il y a un marché qui rebondit. Je pense qu'il y a beaucoup de rachats de short derrière. Est-ce que les investisseurs sont prêts à racheter le marché aujourd'hui? Je ne crois pas. Tu vois. Et aujourd'hui, je pense que la hausse des marchés, tu sais, des marchés qui montent entre 8 et 10%, c'est souvent des investisseurs qui sont short, donc ça veut dire qu'ils ont des positions baissières et qui coupent leurs positions baissières parce que c'est pas tenable. Tu es en train de nous dire que là, c'est des traders et non des investisseurs qui ont fait ces mouvements? Je pense que à aujourd'hui, oui. La suite, on verra. Mais la suite, elle est vraiment intéressante parce que, comme tu l'as dit, les risques d'hier sont encore des risques qui sont là sur le marché. Il y a un vrai risque qui est important et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir, il faut que les taux baissent, c'est qu'on a un vrai risque de récession, si tu veux, sur les tarifs. Et justement, j'allais y venir. Alors, restez avec nous parce que vous nous avez envoyé des questions qu'on va prendre là dans quelques minutes, des questions concrètes pour votre argent. Mais d'abord, c'est quoi, David, le pire scénario qui pourrait arriver? Le pire truc qui pourrait arriver là? On a eu cette réponse, hein, je remets dans le contexte, il y en a qui nous rejoignent. On a eu cette réponse hier soir, moratoire de 90 jours. Ça a réveillé les marchés. Tu nous dis qu'a priori, c'est plutôt des traders qui auraient pris position qui ont fait remonter les marchés. Mais tu nous dis, bon, les investisseurs long terme, ils sont pas forcément prêts à revenir tout de suite. Là, c'est quoi le truc à surveiller, le worst case, le pire scénario qui pourrait Bah, arriver? c'est exactement la bonne question, Amaury, parce que si tu veux, le problème, c'est que on n'a pas enlevé réellement la problématique du moment. Et la vraie problématique, le fil rouge du marché actuellement, c'est la récession. C'est quoi une récession? Alors, une récession, c'est quand la croissance de ton pays est négative. Alors, je crois que c'est 2 trimestres consécutifs, on tombe dans des récessions techniques, mais bon, on ne va pas rentrer dedans. C'est qu'une croissance négative dans un pays. Et sur plusieurs trimestres, évidemment, de suite. Mais ça veut dire tout le monde serait touché. La problématique de la hausse des tarifs comme ça, c'est que c'est la paralysie, le plus grand risque. Pourquoi? Parce que si demain les tarifs montent comme on a pu le penser, qu'il y a une escalade constante entre les pays pour remonter les tarifs, ça va paralyser les entrepreneurs. Là, dans quelques jours, on va avoir des résultats d'entreprise. Mets-toi à la place d'un CEO d'entreprise, Amaury, où tu dis que tu n'as aucune visibilité sur le reste de l'année. Là, les tarifs, il y a un moratoire 90 jours, mais on peut le casser, on peut reprendre cette tendance incroyable d'escalade sur les tarifs. Pour les entreprises, c'est consternant d'avoir à donner leurs anticipations sur le reste de l'année. Pour Personne ceux n'en est qui capable. commencent la bourse, pour rappel, hein, je parle sous contrôle David, les résultats d'entreprise ils viennent plusieurs fois dans l'année et c'est des moments très importants parce que les actionnaires ou les investisseurs potentiels de certaines boîtes vont scruter si les résultats sont bons, moyens ou très bons et vont renforcer leur position, sortir de leur position, au contraire investir. Donc c'est des moments vraiment clés pour les entreprises. Et là, ce moment, ça tomberait à un moment de marché complètement fou, où il y a une peur extrême. En tout cas, la volatilité était très forte il y a encore quelques heures. Je ne sais pas ce que ça donnera dans les prochaines heures, mais en tout cas, elle était encore très élevée.
les marchés sont très volatiles et ça pourrait faire beaucoup de mal à certaines entreprises qui pourraient annoncer des résultats ou des perspectives moins bonnes dans ce contexte-là. C'est exactement ça, parce que tu sais, la valorisation des marchés, elle est jugée par rapport aux résultats. Les fameux PE, Price Earning, on les juge en fonction des résultats et des prix du marché, des prix de leur société. Donc, le problème, c'est qu'à la fin de semaine, donc on est quoi? On est jeudi, demain, commencent les résultats des entreprises. On a 3 banques américaines qui vont publier leurs chiffres. C'est le début des publications des 500 sociétés du S&P. Et ça va être passionnant, Amaury, parce qu'on va... Non, c'est pas tellement les résultats du premier trimestre qui sont importants, parce que le trimestre, il est fait. Les perspectives. Mais c'est exactement ça, tu as compris, c'est les perspectives. Quand je vois par exemple que le consensus du marché, c'est-à-dire ce que tous les brokers dans l'ensemble pensent des estimations de croissance aux États-Unis, c'est 9%. Mais on commence à avoir des brokers comme Goldman Sachs qui nous disent que ce sera plus que 3%. Donc ça veut dire que les bénéfices des entreprises américaines vont être certainement très en dessous de ce qu'on pense aujourd'hui et de la valorisation des marchés actuels. Donc ça, c'est très intéressant. Je vois, il y a beaucoup de brokers qui ont réduit leurs estimations de croissance aux États-Unis à cause de ces tarifs, à cause de la paralysie, à cause de l'inflation qui pourrait être induite par ce choc d'inflation, par ce choc des tarifs. Par exemple, Goldman, encore une fois pour le citer, il a 0,5% de croissance sur l'économie américaine cette année. En début d'année, on n'est qu'en avril, tu vois, il n'y a pas si longtemps, on était à 2,5%. C'est juste pour te montrer les révisions de croissance qu'il y a depuis 3 mois, parce que les tarifs aujourd'hui, on a le sentiment que ça va amener les entreprises à ne plus rien faire, ou en tout cas à décélérer, ou même les consommateurs à être beaucoup plus prudents sur le lendemain. Et dans ce cas-là, on est à la dernière station, si tu veux, avant le terminus de la récession, quoi. Et pour moi, c'est le worst case scénario, parce que pour répondre à ta question, si on tombe en récession, la baisse des résultats des entreprises, ça sera plutôt autour de 20%. Et ce qu'on appelle, nous, les cycliques, c'est-à-dire celles qui sont le plus corrélées à la croissance, ça serait plutôt 30 à 40% de baisse. Donc, tu vois, la récession, ça a quand même un impact sur les sociétés qui est très net. Et nous, on juge ces sociétés. 2 questions. Avant qu'on passe aux questions concrètes pour votre argent, on va vous répondre tout de suite. Ça, c'est le pire scénario que je te Voilà, donne. le pire scénario, David. Première question, est-ce que tu y crois? Et deuxième question, si Donald Trump veut à tout prix l'éviter, est-ce qu'il peut l'éviter? Alors, pour moi, je pense que ce n'est pas Donald Trump qui peut nous éviter la récession. Alors, il nous a amené dans une situation très, très importante, mais il ne faut pas oublier, on a peu parlé de ça depuis tout à l'heure, c'est les banques centrales. Moi, il y a une phrase qui me taraude perpétuellement, c'est de dire les marchés arrêtent de paniquer quand les banques centrales paniquent. Donc, et je pense que c'est essentiel. C'est essentiel pour nos auditeurs parce que, pour l'instant, vous le savez, la Fed ne panique pas du tout. La Fed a un pouvoir exceptionnel, c'est de baisser les taux. La Banque centrale américaine. La Banque centrale américaine, absolument. Si la Banque centrale américaine commence à paniquer, elle va baisser les taux. Et là, on revient dans un système où les taux d'intérêt seront beaucoup plus bas. Alors, on parle des taux courts, bien sûr, mais les taux courts, c'est les taux en maturité très courts. Donc, si tu as parté en 2 secondes, peut-être pourquoi c'est important les taux des banques centrales. En gros, c'est parce que une banque centrale, sur les marchés actions, en tout cas, les actifs dits risqués, actions, crypto, etc., plus une banque centrale, en général, on parle de la Fed parce que c'est la plus grosse au monde, plus elle baisse ses taux, plus ça va favoriser ces actifs risqués, plus elle les monte, moins ça va les favoriser. Exactement. Et là, on était rentré dans un cycle de baisse des taux, sauf qu'il y a un petit match entre Donald Trump et Jérôme Powell, le président de la Fed. C'est que Donald Trump dit « Jérôme, je veux que tu baisses les taux, mais pour que Jérôme Powell puisse baisser les taux, il faut qu'il y ait une baisse de l'inflation. » Or, Donald Trump a un programme très inflationniste, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, David. Tu veux pas venir à ma place, tu parles. J'ai pas besoin d'être là. Mais c'est pour remettre un petit peu dans le contexte pour les gens. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ce contexte-là, tu nous dis, voilà, on regarde les banques centrales pour cette raison-là. C'est juste pour se remettre dans le contexte. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est exactement ça. Alors, la Banque centrale, elle a plusieurs mandats. Le mandat, c'est la baisse de l'inflation, ou une inflation en tout cas stable. Le problème des États-Unis, c'est qu'on n'a pas un problème d'inflation, mais on a un problème de résilience de l'inflation. Et la deuxième chose, c'est l'emploi. Donc, c'est la croissance aussi. Donc, la Fed a plusieurs mandats. Mais pour l'instant, elle a observé ce que Trump a fait. Elle n'a pas beaucoup bougé. En décembre, elle a été plutôt au quiche, c'est-à-dire qu'elle a arrêté sa baisse des taux. Elle a eu plutôt donné un sentiment qu'elle allait sur l'inflation un petit peu, que l'inflation était trop persistante. Donc, on sentait qu'elle ne voulait plus bouger. Mais je pense qu'elle commence à s'inquiéter. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand elle va paniquer. Pour l'instant, elle s'inquiète. Elle s'inquiète pourquoi? Parce que les chiffres économiques qu'on a aux États-Unis sont mauvais depuis un certain temps.
On a des chiffres liés à tout le retail américain, donc les particuliers américains, qui sont extrêmement mauvais. Les particuliers américains consomment de moins en moins, sont inquiets aussi. Je te rappelle que les particuliers américains détiennent autour de 50-60% du marché action américaine. Donc s'ils paniquent sur leur consommation, ils vont aussi paniquer sur leur détention d'actions. Et ça, c'est très important. Donc, une banque centrale, si elle panique, elle va baisser les taux et effectivement, elle va ramener de la confiance dans les marchés au fur et à mesure. Maintenant, il faut qu'elle baisse les taux pour des bonnes raisons, c'est-à-dire effectivement, enfin, il faut en tout cas qu'elle baisse les taux, ça c'est sûr. Mauvaise ou bonne raison, il faut qu'elle le fasse parce qu'à un moment, donc pour répondre à ta question, ceux qui peuvent vraiment sauver la situation, c'est Jérôme Powell aujourd'hui. C'est pas Donald Trump. Donald Trump, il s'amuse. Il met des tarifs, il enlève des tarifs, il a sa vision des choses, une vision baisse du dollar, une vision baisse des taux, une vision à la fin baisse des impôts. Mais la Fed a ce pouvoir-là. Maintenant, est-ce qu'elle va le faire? C'est toute la question. Aujourd'hui, avec des prévisions de croissance de 0,5%, les brokers se sont dit qu'effectivement, on devrait avoir autour de 4 baisses des taux cette année, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on avait qui est plus important que ce qu'on avait dans les dernières semaines. Mais la question, c'est que pour que la Fed baisse ses taux, il faut qu'elle ait vraiment des chiffres négatifs. Et là, il n'y a qu'une seule chose à regarder. On va être simple. Il faut être simple dans la finance. C'est le taux de chômage. C'est-à-dire que les créations d'emplois aux États-Unis sont environ, depuis un certain temps, entre 150 000 et 200 000 créations d'emplois tous les mois. Si les créations d'emplois commencent à descendre en dessous de 100 000 ou se rapprocher de zéro, à ce moment-là, la Fed va paniquer. Attends, mais c'est un monde de fou, parce que là, tu es en train de nous dire que finalement, Donald Trump, il est face à un choix. C'est-à-dire que s'il crée du chômage, ça va pas être très bon pour son électorat. Mais d'un autre côté, c'est ce qui ferait remonter indirectement les marchés, parce que la Fed baisserait les taux. Et voilà. Comment... Alors, C'est compliqué, quoi. l'emploi aux États-Unis est quand même très bas. On est en plein emploi depuis des années, hein. Le taux de chômage, il est autour de 4%. Biden avait créé, finalement, sous l'ère Biden, on avait une économie qui était fantastique. Trump, il a fait que toucher à un moteur de Ferrari qui n'était pas fantastiquement huilé. On avait 2,5% de croissance, 4% de chômage. On avait une économie qui marchait plein régime. Il y a encore 6 mois, tout le monde disait l'exceptionnalisme américain. Et là, on a quand même changé la donne. Donc, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour faire un peu plus de chômeurs aux États-Unis, je dirais, on part d'un niveau qui est tellement bas que ce n'est pas si grave. Mais, enfin, c'est pas si grave. En tout cas, ça n'aura pas un impact. Mais ça peut faire paniquer la Fed, et c'est ça qu'on veut. Parce que la Fed, elle est obligée d'anticiper en amont des choses. Donc, si elle commence à avoir des chiffres comme l'emploi, où il y a moins de 100 000 créations d'emplois, elle va commencer à se poser la question. Maintenant, la question, c'est à quel moment on peut avoir moins de 100 000 créations d'emplois sur l'économie américaine. La plupart des experts disent pas maintenant. On est encore dans une situation où il y a une économie qui marche bien, même si on a des chiffres de soft data, c'est les enquêtes d'activité, ce qu'on appelle tout ce qui est PMI, ISM, qui sont plus faibles, mais qui sont encore relativement élevés. Donc la Fed n'aurait pas de raison de paniquer aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'en juin, la Fed va paniquer? Et je sais ce que tu vas me dire. D'ici juin, il peut se passer beaucoup de temps. Mais Absolument. Mais c'est très intéressant ce cas où ce que tu nous dis, voilà, que c'est pas Donald Trump, mais Jérôme Powell qui pourrait sauver les marchés financiers tout c'est de mon suite. sentiment. Ouais. David, on va se demander maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement avec notre argent. Je vous propose d'écouter voilà, un premier message qu'on a reçu. C'est Clotilde qui nous a laissé un message. On va l'écouter. Salut la martingale, j'espère que vous allez bien. J'avais une question aujourd'hui pour vous. Je voulais savoir si, suite aux récentes annonces de Trump et à la grosse baisse du cours des actions du CAC 40, s'il était préférable de vendre maintenant ou on pouvait espérer une remontée, en tout cas à moyen terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clotilde pour ta question. Clotilde, investisseuse française dans le CAC 40, visiblement. Je précise que la question nous a été envoyée hier matin. Donc on était en baisse totale. C'était avant l'annonce du fameux moratoire des 90 jours de Donald Trump qui a fait rebondir les marchés. Mais la question est très bonne parce qu'on en a reçu beaucoup comme ça, des questions d'investisseurs français qui sont investis en France pour le CAC 40. Qu'est-ce qu'on fait, David, dans ce contexte quand on est exposé tout simplement à des actions françaises, sachant que là, le CAC ce matin, mais c'est certainement peut-être temporaire, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours, a rebondi. Qu'est-ce qu'on fait là pour répondre avec Clotilde si on est investi dans le CAC 40
Est-ce qu'on wait and see? On attend, on voit, ou on vend, on rachète? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que tous les jours, on peut avoir une réponse différente selon le moment où on est dans les C'est pour ça marchés. que je précise Je bien te, hein, je te le ra- contexte qui peut. Voilà, mais là, dans ce contexte, comment est-ce qu'on navigue, tu vois, quand on est Non, non, investisseur c'est une très bonne particulier? question, bien sûr, Clotilde. C'est une très bonne question. Écoute, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur déjà dans tout investissement, mais je vais scinder quand même la réponse en deux. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. L'investisseur, il est soit long terme, soit trader. Nous, par exemple, à la Financière d'Échiquier, on gère sur le long terme. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les prix des actions qu'on suit et ce qu'on a envie d'acheter, à quel moment, à quelle valorisation. Et on suit les entreprises vraiment au millimètre. Et puis, il y a les traders. Moi, je suis un peu trader dans l'âme, hein. Je suis plus qu'investisseur. Je suis le trader de la Financière d'Échiquier. Et c'est vrai que j'aime bien les mouvements court terme. Donc, il faut scinder les deux choses. Je pense qu'à moyen terme, vendre maintenant, c'est probablement un petit peu tard. On a déjà eu beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles qui ont été incluses dans le marché, hein. On connaît à peu près le worst case scénario, le scénario du pire, ce que je viens de t'exprimer. Maintenant, c'est vrai que ce scénario pourrait arriver, ce qui voudrait dire que si ce scénario de récession arrive, on peut aller plus bas. Les marchés peuvent aller plus bas. Mais je dirais, à la limite, ça dépend des liquidités qu'on a encore. Je pense qu'il faut avoir des liquidités pour pouvoir prendre les points bas si à un moment ou un autre on tombe dans une récession et que les marchés venaient à baisser de 15% supplémentaires par rapport non pas à la journée d'aujourd'hui, mais à la journée d'hier. Donc, si on est investisseur français long terme sur le CAC 40 aujourd'hui, le meilleur scénario, c'est si on est investi, on ne bouge pas, Ça on dépend de reste. son pourcentage d'investissement aussi, si on a du cash ou pas, tu vois. Oui, oui, justement, Ouais, ce qui est investi, on le laisse. Si on est long terme, je parle, hein. ouais. Si on investit, on le laisse. Mais par contre, c'est intéressant si on a un peu de cash. Et par contre, toi, tu ferais un potentiel DCA à la baisse éventuellement. C'est-à-dire que tu achèterais les points bas, les prochains points bas, s'il y en a. En Je- étant long terme, je parle, on parle investisseur long terme là. Ouais, ouais, absolument. Après, bon, j'ai pas scindé j'ai répondu à la question globalement. Enfin, je vais répondre à la question globalement parce que la France, si tu veux, je la mets au sein de l'Europe. Les entreprises du CAC 40 sont des entreprises qui sont internationales. Il y en a beaucoup qui font du chiffre d'affaires à l'extérieur de la France. La France, on a un risque politique hein, qui reste là. Donc, on l'a vu l'année dernière, ça a été un des marchés qui a sous-performé pour ce risque politique, notamment. Et puis, on a eu aussi la problématique un peu plus du luxe avec la Chine. Mais l'Europe a beaucoup d'atouts quand même cette année. On le voit avec cette surperformance européenne. On a une BCE qui a baissé les taux. On espère évidemment la fin de la guerre en Ukraine. On a surtout en Allemagne qui a une stabilité politique, on l'espère aussi, et qui va faire voter ce plan de 500 milliards qui va redonner une croissance supplémentaire à toute l'Europe d'ailleurs, ce plan de défense et Mm. d'infrastructure. Donc il y a beaucoup de choses et on est aussi très corrélé à la Chine, qu'on espère pouvoir remonter aussi en croissance. Donc il y a des arguments. Et l'Europe probablement aura un peu moins de volatilité et sera un petit peu plus préservée que les US en cas de baisse future. L'avantage de la récession, c'est que nous, en Europe, on connaît. Donc, même si les US tombent en récession, nous, la récession, on en a eu souvent. L'Allemagne était, il y a encore peu de temps, en récession technique sur 2 trimestres consécutifs de baisse de sa croissance. Donc, je dirais, c'est moins grave qu'aux États-Unis. Donc là, là, je parle investisseur long terme, qu'on a des actions françaises, européennes. Toi, tu ne vendrais pas pour quelqu'un qui est à long terme. Alors, je vendrai pas dans le sens où, encore une fois, chaque personne, il faudrait étudier le cas de chaque personne. Je ne Évidemment, fais hein. pas une réponse de Normand, mais parce que c'est plus complexe que dire oui ou non. C'est pas binaire pour le coup. Mais je pense qu'il y a des points d'entrée. Je pense que le marché aujourd'hui est un marché. Tu vois, il y a 10 ans, le marché était à la main des investisseurs uniquement. Aujourd'hui, on se rend compte que les particuliers sont dingues de marché. Moi, mon fils, il a 18 ans, il pense qu'à ça. Il a investi les paris sportifs, etc. Donc, je pense qu'il y a un engouement, il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans ce marché. Et cette base, cette socle d'investisseurs fait que les marchés vont rester. Ça va donner finalement une sorte de stabilité quand même dans ce marché, le fait qu'il y ait beaucoup de gens dans le marché. Donc, on peut espérer des points bas et je pense qu'on en est. Je pense que le pire point, c'est 15% plus bas. Donc, la question pour Clotilde, est-ce qu'elle est capable de garder une position tout en vivant 15% des marchés plus bas sans avoir besoin de cet argent? Si oui, gardez votre position et également racheter si si l'économie rentre en récession et qu'on a 15 à 20% de baisse des marchés. À ce moment-là, il y aura un point bas. Entre les deux, il faut rien faire si on est investi en long terme. Gardez votre position, attendez qu'on ait vraiment ce worst case scénario qui se dessine réellement. Et si oui, à ce moment-là, on attendra, on verra des baisses de marché supplémentaires et on pourrait racheter. Pour les traders, c'est différent. Je te ferai une autre réponse si Clotilde me disait, moi, je veux être plus court-termiste dans ma Et vision. alors là, pour les investisseurs, très clair. Merci pour ta réponse. Il y a des traders aussi qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu étais trader?
Alors, moi, j'ai plutôt vendu mon Nasdaq x2 ce matin, mais je pense que les marchés vont rebaisser un petit peu en termes de trading. Pourquoi? Parce que honnêtement, là, finalement, ce qui s'est passé n'enlève pas grand-chose. Le tarif moyen, si on prend les 125%, et même si tu enlèves les tarifs des autres, on est toujours au-dessus du tarif qu'on a eu avant. C'est-à-dire on doit être autour d'un tarif autour de 17-18%. Donc, les tarifs sont toujours assez élevés, ça ne change rien. Le risque est toujours là, le risque d'un Trump qui change, peu de visibilité. Je trouve que c'est les 10% qu'on vient de prendre One Way ont été faits par des rachats de short. Je ne serais pas étonné que les marchés rebaissent un peu derrière. Donc pour ceux, et puis on n'a pas éludé cette problématique de récession, encore une fois, ce fil rouge que je voulais donner aux auditeurs. Donc personnellement, je pense que sur le court terme, je serais assez étonné que les marchés continuent un rallye très fort derrière ça. Ça a été une année exceptionnelle. Et d'ailleurs, on dit que le Nasdaq a fait sa troisième meilleure performance, mais tu sais que les deux meilleures performances du Nasdaq, c'était 2001 et 2008. Mais après ces bear market rally, comme on les appelle, ça a plutôt tendance à trouver les points bas derrière ces bear market rally. Donc si on regarde 2001 et 2008, les très fortes hausses du Nasdaq, plus fortes encore que celles qu'on a eues hier, et oui, il y en a eu deux, Ouais. ce qui est Bah, assez c'était la troisième exceptionnel, hier. c'est la troisième. Et ben, les deux ont pas amené un mouvement derrière qui a continué. Donc je pense qu'en trading, ça pourrait rebaisser derrière. C'est mon ressenti. Alors c'est très complexe, c'est un sentiment, c'est un sentiment, mais voilà, moi je pense que les marchés peuvent rebaisser par rapport à la hausse. Rien n'est encore très clair et les mauvaises nouvelles peuvent arriver. Je voudrais vraiment qu'on constate la croissance. Sache aussi, comme je t'ai dit, qu'on a les résultats des entreprises. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de warnings devant nous. Parce que si tu es entrepreneur et que tu as des tarifs, tu sais pas tellement comment tu vas être mangé par ces tarifs. Clairement, on peut avoir des warnings importants avec des baisses substantielles. Excuse-moi, je vais y arriver. Donc, il y a trop de choses devant pour qu'il y ait une continuité du rallye à court terme. Prudence, prudence, prudence. On écoute tout de suite Xavier, FX de Lannion qui nous a laissé un message. On l'écoute. Bonjour Amaury, bonjour la martingale. Pas de questions techniques, mais on parle beaucoup en ce moment dans le monde des taxes douanières de Trump. Pensez-vous que Trump utilise sa notoriété pour influencer les cours boursiers ou juste pour les manipuler? Est-ce qu'il ne crée pas volontairement une peur sur une future récession qui pourrait faire beaucoup de volatilité sur le marché et indirectement aussi faire profiter son entourage présidentiel? Et pour finir, on parle beaucoup de délit d'initié. Et est-ce que ça pourrait lui porter préjudice à terme? Merci beaucoup FX qui nous envoie ce message. Des Côtes d'Armor, voilà, la Bretagne, qu'on salue. Euh, David, c'est simple, la question de FX, c'est en fait, est-ce que tout simplement ce que fait Donald Trump, on en a un petit peu parlé au début, est-ce que finalement, c'est pas un délit d'initié? Donc, quand on dit un délit d'initié en bourse sur les marchés financiers, c'est en fait se faire de la manipulation de marché, c'est-à-dire prendre des positions avant d'annoncer quelque chose qui va faire monter ou descendre le prix des marchés. Et donc, on peut tout simplement s'enrichir comme ça en manipulant le marché, tout simplement, ce qui est illégal. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump manipule les marchés, David, pour s'enrichir ou en tout cas enrichir ses copains? La question est intéressante, hein, vraiment intéressante. Euh, Moi, je pense pas qu'il manipule les marchés pour lui ou pour ses copains. Je pense qu'il manipule pour arriver à ce qu'il a en tête. C'est-à-dire, c'est vraiment sa vision de l'économie future, même s'il est en train de la déstructurer. Mais je pense que c'est uniquement là-dessus. Et je pense pas qu'il veuille amener la récession, puisque c'était dans la question et c'est intéressant que FX en parle. Mais je pense pas qu'il va essayer. Parce que dans une récession, tout le monde a à y perdre. Et c'est une destruction de valeur qui est beaucoup trop forte. Pour un président qui veut enrichir tout le monde, pour l'instant, il marque contre son camp. Pour l'instant, il y a eu que de la destruction de valeur à Maury. Il n'y a pas eu de création de valeur aucunement. Donc, l'idée, c'est pas de créer de la récession, mais là où FX a raison, c'est que ça va dans mon sens, c'est il veut mettre la pression sur Powell pour qu'il baisse les taux. Et là, oui, probablement que tout ce qu'il est en train de faire dans son modèle, les modèles économiques de paralysie de l'économie un peu à travers ses tarifs, parce qu'il en a bien conscience, c'est vraiment de pousser Powell à baisser les taux. Il s'occupe des ménages qui l'ont élu, les ménages qui ont le moins d'argent. Sa vision des choses, c'est de baisser les impôts. Donc la réponse est non, il manipule pas pour lui, pour gagner de l'argent personnellement, ni pour certaines personnes autour de lui. C'est pas ça. C'est vraiment, il manipule probablement les marchés pour arriver à son idéal économique.
Et ça, oui, ça, c'est certain. C'est certain. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà vu un président qui disait, enfin, on a l'impression d'avoir plutôt un acteur de cinéma dans Casino, avec, voilà, dans un film américain où il commence à parler. Donc, c'est assez exceptionnel. Mais donc, hier, il y a probablement le fait de dire acheter les marchés, puisque Mais c'est justement, pourquoi il dit ça alors? Pourquoi est-ce qu'il fait des messages comme parce ça? qu'il essaye de redonner de la confiance. Il a vu il y a eu un stress sur l'obligataire. On en a parlé en début. Ce stress dans l'obligataire, il peut pas l'assumer. Il y a trop de destruction de valeur. À un moment, il faut qu'il redonne une forme de confiance. Donc, il joue avec nos nerfs. Quand on descend trop bas, il va nous faire rebondir. Mais je peux vous assurer, et c'est pour ça qu'à court terme, je serai attentif. Si les marchés rebondissent trop, il nous dira, il y aura une phrase qui fera que les marchés baisseront. C'est à peu près sûr. Et maintenant, faut écouter ce que dit Donald Trump pour faire de l'argent sur les marchés. Parce que là, si on est trader et qu'on l'avait écouté hier, voilà, Ouais, il y avait un insight. je pense qu'il y a une forme de bipolarité dans ce qu'il dit, si tu veux. Donc, il faut le suivre quand on arrive à des extrêmes. C'est-à-dire là, on était à l'extrême borne basse des marchés. On était à 5000 sur le S&P. On était vraiment pas loin de la rupture. Il n'avait pas envie qu'on soit en rupture. Donc, il a dit quelque chose. Il a annoncé quelque chose pour que il y ait pas une rupture, que enfin, que les marchés s'effondrent pas et que le marché obligataire spike pas, n'aille pas à des niveaux complètement dingues. Je pense encore une fois que si les marchés rebondissent trop, si l'obligataire se calme, si tout va mieux, à ce moment-là, on est en risque de repartir sur une escalade des tarifs parce que il a envie de faire céder la Chine et la problématique, c'est pas l'Europe, c'est pas le Canada ni le Mexique. La problématique, c'est lui contre la Chine. C'est son seul adversaire à la hauteur, à la hauteur. L'exceptionnalisme américain a volé en éclats depuis que DeepSeek nous a fait des annonces. Et ça, je sais que tu connais bien, tu connais très très bien ça. Donc, il voit bien que son seul adversaire vraiment à sa hauteur, c'est la Chine, et il veut le faire plier. Mais là, en l'occurrence, ces derniers temps, les annonces, on allait vraiment, excuse-moi cette expression triviale, on allait dans le mur, si tu veux. D'un point de vue obligataire, d'un point de vue action, ça touchait la richesse américaine, et là, ça devenait vraiment compliqué. Donc, il a fait cette annonce, parce qu'on le connaît maintenant, il fait des annonces à tout va. Mais je pense que si demain, encore une fois, les marchés rebondissent fortement, comme on l'a vu, les taux se détendent, la volatilité baisse, on revient dans une situation plutôt assez normalisée, je ne serais pas étonné qu'ils repartent sur des problématiques de tarifs. On a quasiment terminé cette édition spéciale de la Martingale. Peut-être pour ouvrir sur ce que tu as dit justement sur la Chine. Rappel, enfin 125% de droits de douane sur la Chine. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour ce match, hein? On peut parler de match vraiment États-Unis versus Chine là dans les semaines et mois qui viennent. Bah, la Chine a beaucoup d'atouts, hein. On les connaît mal, hein. On connaît mieux le marché américain, évidemment, mais ils ont beaucoup d'atouts. D'abord, ils ont dévalué leur monnaie plus que le dollar, donc ils ont gagné sur ce point-là. 1-0 pour les Chinois contre le yuan est au plus bas depuis je ne sais pas combien d'années, mais la monnaie chinoise est très basse. Pourquoi on veut une monnaie basse? Parce que ça favorise les exportateurs. Donc, on veut toujours avoir des exportateurs puissants dans un pays. Trump a qu'une envie, c'est que ses exportateurs exportent dans le monde entier. Alors, c'est plus un pays lié au service qu'à l'industrie, mais qu'importe. Les Chinois ont gagné pour l'instant sur la monnaie. En plus, ils ont une banque centrale accommodante. Je t'en ai parlé, la Fed n'est pas accommodante aujourd'hui, tandis que la banque chinoise, la PBOC, est très accommodante. Donc là aussi, ils ont gagné pour l'instant. La troisième chose, c'est qu'ils ont un plan de relance très fort. Ils ont la capacité de mettre un bazooka pour aider l'immobilier, la consommation. Alors, ils les ont déjà fait, ça n'a pas beaucoup marché, mais ils ont encore les moyens de faire. Et ça, c'est quand même très important. Donc, je dirais aujourd'hui, le match, il est très fort. Et les Chinois sont assez calmes par rapport. Donc, ils stabilisent aussi quand même un peu. Le marché chinois a rebondi. Mais aujourd'hui, on a un peu plus d'assurance de stabilité avec l'économie chinoise et avec un marché chinois. C'est peut-être plus dur à investir pour nos auditeurs. Mais clairement, c'est une zone géographique qui est très intéressante. Question simple pour finir. Si les droits de douane, Chine versus États-Unis, restent ce qu'ils sont. C'est-à-dire 125% de droits de douane pour la Chine aux États-Unis et on est autour de 84%, je crois, de droits de C'est douane ça. pour les États-Unis et pour la Chine. Si ça reste comme ça, qui a le plus de chances de tenir le plus longtemps dans cette situation? Qui pourra perdre le bras de fer en premier? Ah, ça, c'est difficile. Pour les Chinois, c'est quand même compliqué parce que c'est clair que pour eux, c'est un marché exceptionnel, le marché américain. Ils ne peuvent pas se priver du marché américain. Avec des droits de douane qui sont payés par les importateurs américains, c'est eux qui payent, hein, les droits de douane quand les produits chinois viennent. C'est vrai qu'ils vont se détourner du marché chinois. L'Inde, d'ailleurs, peut être une bonne idée parce que c'est un pays où il y aura probablement de plus en plus de productions qui vont être faites en Inde. Et il y a d'autres pays qui peuvent être gagnants de ce match.
peut-être ça qu'on peut dire avant tout. Peut-être que le match va être perdant pour les Chinois et pour les Américains. Et que ça peut être gagnant pour d'autres pays comme l'Inde, peut-être le Japon également. Maintenant, pour répondre, je trouve qu'aujourd'hui, la Chine a l'air un petit peu mieux armée par rapport à tout ce que je viens de te dire. Et Trump a l'air d'être dans une situation où il a envie quand même de... Il est quand même destructeur de valeur. Donc pour l'instant, je trouve que la Chine est mieux armée que les Américains. Maintenant, il faut juste se rappeler qu'aussi, c'est pas aussi global que ça. Il faudrait rentrer un peu plus dans les détails. Moi, je trouve qu'il y a un certain nombre de titres américains de high-tech qui commencent à être quand même très intéressants parce qu'ils ont baissé avant les tarifs et qu'ils ont énormément de cash en portefeuille. Je pense à beaucoup de valeurs des Mac 7 qui ont quand même beaucoup rebaissé. Et il y a quand même une forme de stabilité dans un Microsoft ou dans des boîtes de logiciels qui sont plein de cash. Donc, la réponse, elle est un petit peu plus confuse. Je pense que les Chinois aujourd'hui sont mieux armés, mais sur le marché américain, il y a quand même des titres qui sont extrêmement intéressants. Et bien justement, David, je t'avais pas préparé à cette question-là, on a fini, je Aïe. précise. D'habitude, tu n'es pas obligé de répondre parce que je t'en avais pas parlé et tu es venu en urgence ce matin et je suis ravi. Les participants de Allô la Martingale, je leur pose 2 questions en fin d'émission. Je leur dis, là, en perso, c'est-à-dire, c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin, c'est pas de l'argent des clients. En perso, si tu devais faire un pari là maintenant tout de suite, très court terme, risqué, dans quoi t'irais? Et si tu devais acheter un actif maintenant que tu conserves pendant 10 ans et auquel tu n'as pas accès pendant 10 ans, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as une idée là maintenant? Je précise que je t'ai pas prévenu, je t'ai pas posé la question. Donc tu m'as fait penser parce que tu me parlais qu'il y avait potentiellement des points d'entrée intéressants sur la tech américaine. Ouais. Écoute, moi, j'ai toujours une réponse par rapport à ça qui va t'étonner. Parce que moi, je dis, et je le dis toujours à tout le monde, le meilleur return, le meilleur retour sur investissement que j'ai eu dans ma vie, je continue de le faire, c'est le plaisir. Donc moi, je suis sur la consommation. Je D'accord. pense qu'il faut consommer. C'est le meilleur actif que tu peux détenir parce que tu te fais plaisir. Je sais que ça va pas du tout aller dans ton sens, mais je dirais ça. Je dirais que consommer, c'est vraiment le meilleur return de toute ma vie. Maintenant, si tu veux que je sois un peu plus sincère, je pense que le marché, il faut arriver à trouver les ranges et sur le court terme, c'est de jouer sur des ranges. Tu vois, hier, on regardait, le marché était entre 5000 et 5200 sur S&P. C'est arrivé pour nos éditeurs à trouver des ranges. Pour ceux qui ont envie de faire un peu de trading, ça, c'est bien. Après, pour un investissement plaisir, je ne vais pas faire comme Eric, vous dire un appartement à Saint-Germain. Mais une maison encore, je trouvais ça pas mal parce que ça Ouais. baisse jamais et j'adore. Mais je répondrai peut-être à ta question avec un peu plus de spontanéité la prochaine fois. C'est Très juste. bien. C'est Maintenant, juste- voilà, je t'ai posé la question et la prochaine fois, tu reviens avec grand plaisir et tu nous diras, voilà ton pari un petit peu court terme, un peu risqué, puis ton truc un petit peu plus long terme sur 10 ans auquel tu n'as pas accès. Qu'est-ce que tu enterrerais dans ce fameux coffre sur l'île déserte que tu iras déterrer? Voilà, la question est posée. Merci beaucoup, Merci à Amaury David pour ton invitation. Magnifique. Kruk, c'est ça? Oui. Kruk, Kruk, si vous voulez contacter David, responsable du trading desk chez la financière de l'échiquier. Avec Merci plaisir. beaucoup, David, d'avoir été avec nous pour ce Allô la Martingale en urgence, un peu édition spéciale, pour cette folle semaine de marché. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions et à très vite.